Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Chaque semaine, plus de 12 000 hommes, femmes et enfants empruntent la route d'Agadez, la métropole du centre du Niger, aux portes du désert. Ces migrants, en provenance d'Afrique de l'Ouest, fuient la misère et l'absence d'avenir dans leur pays. Agadez n'est que la première étape de leur long et dangereux périple vers le continent européen. Entre la traversée du désert, puis du territoire libyen, où ils se font souvent arrêter par la police, et enfin de la Méditerranée sur des embarcations de fortune, beaucoup d'entre eux n'arriveront jamais à destination. Nos reporters Catherine Norris-Trent et Julien Sauvaget se sont rendus dans le nord du Niger à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui rêvent de l'Eldorado européen. Nos journalistes ont exceptionnellement pu se rendre dans les ghettos d'Agadez, ces maisons où les migrants clandestins attendent de pouvoir poursuivre leur route. Ils ont aussi pu filmer l'organisation de ce trafic illégal et recueillir des témoignages rares de passeurs avant d'embarquer en compagnie des migrants à bord des pick-up lancés à pleine vitesse à travers le désert du Ténéré. 900 km à travers le désert, une route d'espoir et de drame. Chaque semaine, des centaines de voitures s'élancent à travers le Sahel, surchargées d'aspirants à l'exode. Agadez, le désert, la Libye, puis l'Europe, pour les plus chanceux, ceux qui auront survécu à ce voyage de tous les dangers. Nous avons suivi 3 de ces candidats à la traversée. Mamadou, 18 ans, vient de Guinée. Il rêve de faire sa vie en Angleterre ou en Allemagne. Aboubacar, 27 ans, est sénégalais. Il a déjà vécu en Suède avant d'en être expulsé. Il veut y retourner. Et enfin Mohamed, 33 ans, prêt à tout pour atteindre ses rêves de gloire et retrouver ses amis à Berlin. Nous avons pu les rencontrer derrière les murs de ces maisons, rarement accessibles aux caméras, dans ce que la population d'Agadez surnomme les ghettos. Ici se croisent des Sénégalais, des Maliens, des Gambiens, un condensé d'Afrique de l'Ouest, tous mus par le même désir. Après 3 ans sans trouver de travail, Mohamed a décidé de tenter l'aventure. C'est moi qui dois prendre la responsabilité de la famille. Je suis un homme, donc tous les autres là c'est des femmes. Donc il faut que je me bats maintenant là. Donc c'est la décision, soit j'ai réussi, soit eux ils vont continuer à souffrir. Mais si je réussis quand même, les petits billets qu'ils vont avoir, ils vont se contenter de ça. Surtout la maman, c'est difficile, la route, il peut y avoir même des morts en cours de route. Mais on risque la vie, on n'a pas de choix. Dans ce chant en malinké, Mohamed évoque tous ceux qui, du président au plus pauvre, courent après la richesse. Lui, en Europe, il le sait déjà, il sera chanteur ou footballeur. Il faut s'épanouir, il faut aller à l'Occident, se faire voir par le monde, être une star, tout ça là, tu vois. C'est pourquoi. Des rêves, des illusions que partagent tous ces jeunes. Ici, à Agadez, l'ancien carrefour des caravanes et des civilisations, devenu la nouvelle plaque tournante de tous les trafics. La ville était un haut lieu du tourisme, une étape incontournable du Paris-Dakar, avant que la rébellion Touareg des années 2000 et la menace djihadiste ne la vident de ses visiteurs. Pourtant, depuis 3 ans, l'argent circule de nouveau. La ville grandit de manière exponentielle, mais les hôtels restent vides. Tous ne profitent pas de ce regain d'activité. Il n'y a pas de touristes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de venir, mais Agadez, c'est rien. Maintenant que les clandestins qui rentrent à Libye, mais pour nous, on ne gagne rien avec eux. Le commerce des migrants est devenu, et de loin, la principale économie de la ville. Une activité qui ne manque pas de clients.
Massés dans les ghettos, ils attendent leur tour pour partir. Abou Bakar connaît déjà l'Europe. Il veut retourner en Suède par cette route, malgré les dangers. J'ai déjà vu beaucoup de gens mourir sur cette route pour rejoindre l'Europe, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a aucune possibilité, tu sais, on n'a pas d'autre choix. Je sais que beaucoup de gens ici vont, enfin que certains peuvent mourir sur la route. On le sait tous, mais on essaye quand même. Essayer de s'inventer un avenir lorsque la vie dans le pays d'origine n'en offre pas. Tout est verrouillé comme ça, tu sais. Quand tu te réveilles le matin, tu te laves les dents, tu te prépares, tu t'assois, tu regardes les gens, tu sais. Ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire. Qu'ils soient diplômés ou non, le mirage européen les pousse vers l'aventure. Dans cette région du monde, les 2/3 de la population a moins de 25 ans. Sans travail, sans avenir, ces jeunes n'ont pas grand-chose à perdre. La monotonie de la journée est seulement interrompue par les 2 repas fournis par les passants. Pas de viande, pas de poisson, rien. On fait ce qu'on peut pour survivre. Nous sommes entre 150 et 200 personnes ici, avec 5 à 10 kilos de riz. Ce n'est pas assez pour nous tous. Le temps s'arrête. C'est l'attente et l'ennui. Il fait 45 degrés à Londres. Abou Bakar est ici depuis 3 mois. Son sac est prêt. Dans le désert, il fait froid parfois la nuit. Donc il te faut une veste quand tu roules de nuit vers la Libye. Quand j'étais à l'école en Suède, c'était mon livre, français-suédois, tu vois. Ça vous manque? Ouais, beaucoup. Je veux retourner à l'école. Mais qu'est-ce qui vous manque? L'école, les amis, tout me manque. Je veux devenir quelqu'un pour aider ce continent. Mais avant de partir, il faut trouver l'argent pour payer le passage jusqu'en Libye. La plupart ont déjà dépensé beaucoup pour arriver jusqu'à Agadez quand ils ne se sont pas fait voler leurs économies sur la route. Alors, tous guettent leur téléphone et l'annonce d'un transfert d'argent par leur famille. Je t'entends pas, je t'entends pas. Je te jure, fais-moi confiance. Je te jure sur la tête de Dieu que quand j'arriverai là-bas, ils nous enverront ça à nous deux. Oui, je les appellerai quand j'arriverai. Mamadou a abandonné ses études et est parti sur les routes sans prévenir ses parents. Mais il est serein, persuadé que tout ira bien pour lui. C'est mon frère qui vient de m'appeler. J'ai un grand frère qui est à Libye. C'est lui qui vient de m'appeler. Ma famille est très inquiète pour moi. Je sais, je ne les ai pas dit que je vais venir ici. Sinon, ils ne vont pas accepter. Je rêve d'être un grand génie en informatique. C'est mon rêve. C'est ça? Je rêve d'être ça. Un grand génie en informatique. Et de faire quoi en informatique? Les ordinateurs ou... Les ordinateurs, téléphones, tout. Si je parle là-bas, comme ça, je pourrai récupérer ma carrière. Moment d'insouciance. Ces migrants sont jeunes, adolescents et jeunes adultes. Au printemps et pendant l'été, ils sont plus de 10 000 à passer chaque semaine par ces ghettos tenus par les réseaux de passeurs. Nous avons pu rencontrer l'un de ses membres, un logeur, à condition de conserver son anonymat. Avant, je faisais le transport.
transport de passagers pour ici, Tawa, en ville là. Après, on s'est connus avec quelques Gambiens. Je les ai aidés pour partir en Libye. Ils ont rentré en Libye, ils ont rentré en Europe. C'est eux qui m'ont amené les réseaux là. S'ils ont un frère qui vient là-bas, qui veut quitter, il les donne mon numéro. Difficile de résister à la tentation. Ses revenus ont été multipliés par 5 depuis qu'il s'occupe des migrants. Après, on va discuter. Ok. C'est dans ce travail-là qu'on gagne quelque chose à manger. Quand les gens viennent, on les aide, ils partent, c'est ça. Si tout de suite s'arrête là, c'est fini, notre travail s'est arrêté. Au début, il y en a des tourismes, nos parents ont fait ça, des tourismes, les Européens viennent ici, ils partent en 2 heures, maintenant c'est arrêté. Son travail consiste à accueillir et à approvisionner ces migrants. On va aller chercher de l'eau. S'il y a un problème de l'eau à Agadez, il n'y a pas de l'eau dans les pompes. On est obligé de chercher de l'eau quelque part. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'eau. Les passeurs en profitent pour stocker l'eau nécessaire à la traversée. 85 litres par voiture, par journée de route. C'est impossible même de se traverser. On ne peut pas laisser les gens partir sans l'eau. C'est impossible. Ça fait 1 jour seulement. C'est la vie ou la mort. L'activité est illégale, pourtant personne ne se cache. Ni les passeurs, ni les migrants. En fin de journée, quand la température est plus douce, ces derniers sortent se défouler à la périphérie de la ville. Comme Aboubakar et Mamadou, ces migrants viennent de pays membres de la CEDEAO, ce qui leur donne le droit de circuler librement en Afrique de l'Ouest. Les autorités nigériennes n'ignorent rien de ce trafic, mais n'entendent pas y mettre un terme. Le gouvernement nigérien ne peut pas à lui seul d'arrêter ce flux de migrants. Ce n'est pas possible. La portion de la population nigérienne qui est dans ce trafic d'immigration, la plupart c'est des jeunes. Et ces jeunes-là, on n'a pas de travail à leur donner. On est devant un dilemme. Nous disons que si cette jeunesse n'est pas occupée, elle va nous créer d'autres problèmes. Elle va aller dans la déstabilisation du pays. C'est pour ça que nous disons quelque part, l'immigration les occupe en attendant. Nous savons que ce n'est pas une solution pérenne. Personne ne veut ni ne sait vraiment comment stopper ou même freiner ce flot de migrants. L'un des rares organismes internationaux présents sur place, l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, tente de parer au plus urgent. Accueil de migrants dans ce centre et aide pour ceux qui décident de rentrer. Un retour parfois volontaire, parfois imposé, comme pour ces migrants nigériens. Ils sont plus de 500 personnes entassées à l'arrière de ces camions, surtout des femmes et des enfants. Ils ont été expulsés d'Algérie dans le cadre d'un accord bilatéral. Le voyage s'est bien passé, Dieu merci. On est content d'être rentrés. Je prie Dieu de ne jamais y retourner. La plupart sont épuisés après une semaine de voyage à travers le désert. Il faut rapidement s'occuper des plus faibles. Cet enfant n'a connu que la remorque d'un camion. Il est né il y a seulement 12 jours.
là, ils vont se reposer et on va leur fournir l'assistance complète tout de suite. Et après, on va profiter pour commencer de faire l'enregistrement. Cela va nous permettre, voyez-vous, de quantifier le nombre de migrants que nous avions assistés depuis ce temps. Depuis 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi, les frontières libyennes sont ouvertes pour les candidats à l'exil, mais le chaos y règne. À ce moment, il n'y a pas un gouvernement légitime, fiable, qui peut garantir la sécurité de tous ceux qui sont au niveau de la Libye. Et du coup aussi, il y a certaines personnes qui utilisent ces migrants dans des cachots qu'on appelle communément des crédits, des cachots de crédit, qui prennent les migrants et les amènent à ce niveau en échangeant de l'argent avec leur famille. Un racket organisé, un voyage dans l'enfer libyen pour Alpha. Vraiment, dans les prisons, c'est invivable. Parce qu'ils maltraitent, disons, la peau noire. Tout ce qui passe là-bas, c'est de la merde. Ils frappent, ils font tout, pas de nourriture. Ils vous traitent n'importe comment. Donc, ils font tout sur vous, vraiment, tout. Vous ne pouvez rien faire, il faut les payer l'argent pour sortir de là. Si tu ne payes pas, tu dis on te revend aux bandits. Là, forcément, tu payes dans les bandes de 350 à 100 000 francs CFA. Et c'est obligatoire. Tu ne payes pas, tu ne sors pas, c'est ça. Sa tentative infructueuse lui laisse un goût amer et une dette de 2 000 €. Un cauchemar. C'est impensable même, vraiment. Si c'est le seul chemin pour atteindre l'Europe, moi, je n'irai jamais en Europe, jamais. Jamais. La mort dans l'âme, il a décidé de rentrer, grâce à l'aide de l'OIM. Parmi les migrants, quelques femmes. Elles sont moins nombreuses à tenter de rejoindre l'Europe. Rosemary y a cru, mais comme beaucoup, elle est tombée entre les mains d'un réseau de prostitution. C'était l'enfer. Des hommes sont venus au Nigeria et racontaient aux filles qu'il y avait du travail en Libye. Qu'ils nous aideraient à l'obtenir, mais c'était faux. En fait, il n'y avait que de la prostitution. J'ai vu des filles de 10 ans, 11 ans être prostituées. Ce n'est pas bien. Des scènes d'horreur que racontent les rares survivants. Daouda, par exemple, avait presque réussi. Presque. C'est au moment de monter dans le bateau qui devait le mener en Italie qu'une violence inattendue s'est déchaînée. Lorsqu'on m'a attrapé vers Tunisie, ce jour-là, on a tué 300 et quelques personnes sur l'océan. Ils sont en train de figer les pirogues. 300 et quelques personnes. Ils nous tuent. À chaque fois, ils tuent les gens comme ça. Et ils vont les jeter dans le désert comme ça. Ou bien ils vont donner les chiens, leurs chiens. Ils tentent de surmonter ce traumatisme grâce à ce projet de l'OIM. Une formation, un diplôme et surtout un travail pour rentrer au village la tête haute. Ici, ils apprennent à fabriquer des pavés grâce à du sable et des déchets plastiques. Pour avoir des pavés, là où je suis fier de travailler pour avoir mon diplôme. Inch'Allah, si je gagne mon diplôme, je vais créer une formation entre moi-même pour former les gens. Encore au stade expérimental, l'OIM espère faire des émules. Seulement 70 personnes ont été formées. C'est sûr que c'est vraiment une petite partie des personnes qui passent dans le centre OIM, qui passent à Agadez. Mais ça, quand même, ça peut avoir une ampleur plus importante si chaque personne formée arrive à passer le témoin à d'autres personnes dans leur pays d'origine. Une goutte d'eau dans un océan inexorable de migrants. C'est le grand jour, celui du départ. Nous avons rendez-vous avec Mohamed, celui qui rêve de devenir chanteur.
Il part ce soir. C'est le moment de retirer ses dernières économies pour payer son passage. Le compte est bon. 60 000 francs CFA, soit 90 €. Oui, je suis content. Je vais aller payer, ils vont m'inscrire sur la liste. Je vais être préparé maintenant pour le soir, l'embarquement. Et ça te fait quoi? Bon, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur, mais j'essaie de me concentrer quand même. Oui. C'est ça. Hors de question de faire demi-tour. Mais la route à venir est difficile. Alors Mohamed et son ami retournent rapidement au ghetto se préparer. Dans le chaos des derniers préparatifs, nous perdons Mohamed qui aurait changé de filière au dernier moment. Nous n'aurons plus de nouvelles de lui. Comme souvent sur cette route, beaucoup disparaissent sans que l'on puisse savoir ce qu'ils sont devenus. Dans le ghetto, c'est l'agitation des dernières heures. Chacun se prépare. Des vendeurs sont là. Nourriture, lunettes de soleil, vêtements, tout s'achète. Certains proposent même des devises libyennes. Regardez l'argent de Libye, l'argent de Libye. C'est tous les ans là, je vais partir. Ouais, c'était ça là. Et c'est quoi le taux d'échange que vous faites? Ouais, ça c'est les 40 dinars, 10 000. Tu as des 5 000, je donne 20 dinars. Alors que l'heure du départ approche, les passeurs deviennent plus nerveux. Notre présence perturbe leur commerce. On nous demande de partir et de ne pas revenir avant la nuit. Les migrants sont alignés et ont été répartis en groupe par les passeurs. Dans les rangs, l'excitation se mêle à la peur, même si Mamadou refuse de l'admettre. C'est impressionnant, comme nous sommes nombreux, moi j'ai pas peur. La route est dure. Mais on se confie à Allah. Tu changes pas d'avis? Je change pas. Ouh, ninja, ninja. Comme ça. Comme ça, je vais partir jusqu'au bout. Embarqué dans un pick-up, nous le perdons de vue. Une cagoule parmi les cagoules. Selon des migrants toujours présents à Agadez, il aurait réussi à rejoindre son frère en Libye. On y va, on y va. Va là-bas, mon gars. Pousse-toi avec tes gros pieds, tu prends toute la place. À l'arrière de chaque pick-up, 24 migrants se tassent tant bien que mal. Certains n'ont qu'un simple bout de bois pour se retenir d'une chute mortelle. Ces images, rares, permettent de mesurer l'organisation et l'ampleur de ce trafic. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Pour ceux qui n'ont pas réussi à réunir l'argent nécessaire, c'est un moment difficile. Aboubacar est encore loin de la Suède. Je veux juste y aller, partir avec eux. Il me faut du boulot. Sans travail, je ne peux pas survivre. Je vais prier pour eux, pour qu'ils atteignent leur destination. Le départ se fait de nuit, afin d'éviter la chaleur, mais aussi les checkpoints tenus par la police qui prélève sa dîme. Trois jours de route dans le désert et un danger omniprésent. Les passeurs regroupent les voitures pour limiter les risques d'attaque par des groupes armés. Mais une simple crevaison peut aussi être dramatique.
C'est dégonflé de ce côté-là. Oui, de ce côté, il y avait une bosse sur la route. Et les freins sentent aussi. J'ai 3 pneus de secours. Mais ici, c'est le Sahara. Si tu tombes en panne, personne ne va venir à ton secours. Tu vas rester là. Il faut vous mettez un haie. C'est quoi ça? Un haie. Chaque semaine a ses drames. Cette partie du désert est devenue un immense cimetière à ciel ouvert. Après 4 heures de route, première pause. En quelques années, ce village s'est mué en aire d'autoroute. Ici, tous dépendent de ce trafic. C'est le principal employeur et quasiment l'unique source de revenus. Ça, c'est notre travail, on n'en a pas d'autre. On ne peut pas arrêter ça. Il y a énormément de personnes qui passent par le Niger. Mais ce chemin, c'est un vaste désert. 3 heures. Il est temps de reprendre la route, plus déterminé que jamais. Je ne me suis pas reposé du tout. Regarde dans quelle situation je suis. Mais bon, je dois le faire. Je dois voir la fin de cette route. Mais rien n'indique que cette route est une fin. Rien que depuis le début de l'année, 135 000 migrants ont pris ce chemin. Les pistes d'Agadez sont désormais la principale route en direction de l'Europe. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Le front se resserre autour de Mossoul, capitale autoproclamée de l'organisation État islamique en Irak. Les forces en présence s'apprêtent à lancer la deuxième phase de reprise de la plaine de Ninive dans le but de libérer définitivement la deuxième plus grande ville d'Irak sous contrôle de l'EI depuis plus de 2 ans. À son arrivée dans le pays, l'organisation terroriste a profité des divisions entre les différentes communautés irakiennes pour asseoir son emprise sur de vastes territoires. Désormais, l'Irak tente de surpasser ces divisions pour vaincre le groupe terroriste. Tour d'horizon des principales forces en présence. Un reportage signé Oriane Verdier et Stéphane Koenig. Nous sommes à 15 km de Mossoul, derrière la ligne de front kurde. Ces hommes en treillis sont des militaires de l'armée régulière irakienne. Fait rare, ils s'apprêtent à mener une opération aux côtés des Peshmerga. Leur objectif à terme est de reconquérir Mossoul et de mettre fin à 2 ans de présence de l'organisation État islamique en Irak. C'est une très bonne chose que les Peshmerga, l'armée irakienne et l'unité antiterroriste irakienne travaillent ensemble. Nous avons le même ennemi. Notre but est de libérer toute la plaine de Ninive jusqu'à la frontière syrienne. Il faut tout nettoyer. Nous ne rentrerons pas à la maison tant que ce ne sera pas terminé. Aujourd'hui, la capitale autoproclamée du groupe État islamique en Irak est encerclée par les forces kurdes, l'armée irakienne et différentes milices armées. Mais de nombreux points de désaccord subsistent entre les alliés de circonstance. Ces 2 dernières années, les Peshmerga ont profité de leur victoire sur l'organisation terroriste pour prendre le contrôle de territoires disputés avec Bagdad. Ils sont prêts à rentrer dans Mossoul avec l'armée irakienne, mais à certaines conditions.
Une des conditions à notre participation à une si grande bataille est que les Peshmerga soient équipés en armes et en tout ce dont nous avons besoin, car la reprise de Mossoul se fera quartier par quartier, maison par maison. La deuxième condition est que l'on sache comment gérer Mossoul. Il y a beaucoup de minorités dans cette ville, toutes vivent ensemble, arabes, kurdes, sunnites, chiites et chrétiens, yézidis, turkmènes, chabaks et kakaïs. Toutes ces communautés vivent ensemble à Mossoul. Il faut tenir compte de chacune d'entre elles pour gérer Mossoul dans le futur. Car si l'on marginalise certaines d'entre elles, d'une façon ou d'une autre, un nouveau Daesh apparaîtra. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir comment gérer Mossoul après Daesh. Les Peshmerga affirment vouloir rendre le pouvoir aux communautés de la région. C'est pourquoi ils soutiennent les tribus arabes sunnites originaires de la plaine de Ninive. Elles se regroupent pour la plupart sous le nom d'Ashtia al-Watani et comptent bien participer à la grande offensive. Comme vous le voyez, ici, c'est la province de Mossoul. La grosse lampe rouge, là, c'est la ville de Mossoul. Notre force, Hajj al-Watani, est la plus importante, car nous sommes des habitants de Mossoul et de la plaine de Ninive. À l'heure actuelle, nous sommes en contact avec beaucoup de gens dans Mossoul. Et ils sont prêts à nous aider de l'intérieur pour la reprendre. Les milices sunnites al-Watani ne sont pas soutenues par le gouvernement central de Bagdad. 2500 soldats se tiendraient prêts à combattre. Ils sont rassemblés sous le commandement de l'ancien gouverneur de la province de Mossoul, Attil al-Nujayfi. Ils comptent sur le soutien financier et logistique de pays sunnites, principalement la Turquie. L'influence des pays arabes et de la Turquie contrebalancera celle de l'Iran. Vous savez que l'Iran aujourd'hui a une très grande influence en Irak. S'il n'y a pas d'autres forces extérieures, l'Iran sera seul ici. Or, nous avons besoin d'un équilibre en Irak pour que les sunnites sentent qu'ils ne sont pas faibles, mais qu'ils sont forts. Et pour qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. C'est uniquement par ce biais qu'ils pourront construire un rapport de confiance avec les autres communautés. Attil al-Nujayfi et le gouvernement kurde prônent la création d'une région semi-autonome de la plaine de Ninive. Mais le gouvernement central à Bagdad s'oppose à ce projet. Si les grandes lignes de la bataille de Mossoul se précisent, la ville est d'ores et déjà convoitée par de nombreux acteurs régionaux et son avenir reste très incertain. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2015, le vignoble de la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté est l'œuvre conjuguée de l'homme et la nature. Sur cette bande étroite de terre qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres, un total de 1247 parcelles donne naissance à tout autant de vins différents dont la renommée est internationale. Code 24 vous fait découvrir ce soir cette région qui enchante les amateurs de vin du monde entier. Je bois un Nuit Saint-Georges 2015. Il est bien fruité, belle bouche, une belle rondeur. Ça va être dégusté par plein de gens dans le monde entier. C'est vraiment l'ambassade de la France. C'est impossible de réussir à faire un grand vin sans savoir ce qui s'est fait à la vigne. Ouais, c'est un travail d'équipe, vraiment. Le facteur humain, c'est important.
manger quelque chose de très simple avec un grand vin de Bourgogne. On peut manger une très belle terrine de campagne avec un grand vin de Bourgogne, il n'y a rien de mal à cela. Sur une étroite bande de terre qui s'étend sur 50 km, se trouve le prestigieux vignoble de la Côte d'Or, œuvre conjuguée de l'homme et de la nature. Acteur de ce patrimoine, Laurent, dans ses vignes, et Philippe, au chai, perpétue cette alchimie qui fait qu'un simple petit bout de terre continue à enchanter tous les amateurs de vin. C'est les moines cisterciens qui ont commencé à installer de la vigne par ici et de façon empirique ont essayé de se rapprocher des endroits qui donnaient le mieux. Donc ça vous laisse imaginer le travail colossal qui a été fait par les moines. 2000 ans de patientes observations ont permis à l'homme de distinguer 1247 parcelles, hiérarchisées en appellations régionales, villages, premiers crus et prestigieux grands crus. Le pinot noir est vraiment le cépage qui permet de révéler au mieux un effet terroir. Parce que le pinot noir n'a pas d'arôme primaire. Vous plantez du pinot noir en plein champ, ça ne donnera aucun parfum particulier. Par contre, à partir du moment où on va le mettre dans des terroirs comme les nôtres, qui vont varier, eh ben, on va pouvoir, à travers la fermentation, sublimer cet effet du terroir et donner tous nos petits bonheurs et ce caractère. Le terroir ressemble à une partition, et par son travail, chaque vigneron en donne à travers ses vins sa propre interprétation. En fait, le terroir, il y a à la fois de la géologie, de la pédologie, il y a le travail à la vigne, et il y a le travail au chai, et pour finir, par de la climatologie. Et c'est tout ça ensemble qui vont faire que chaque année, un vin va être différent par rapport à un vinificateur, un autre domaine, même si on est dans le même terroir. Le terroir, c'est un caractère qui va être révélé par la fermentation et selon les vignerons, différentes caractéristiques, un petit peu comme un musicien. Il va jouer juste, mais on va reconnaître le vin ou la musique d'un tel un petit peu avec sa touche personnelle. Plus qu'un vinificateur, Philippe Pacalet se définit plutôt comme un artisan du vin, un révélateur de terroir qui les fait naître et les élève avec passion dans ses chais à Beaune. En Côte d'Or, les surfaces sont assez petites. On a, sur la Côte de Nuit, Côte de Beaune, on a 7000 hectares, ce qui est petit. Grand vignoble français comme le Bordelais, c'est 100 000. Donc c'est des vins qui se méritent, qu'il faut aller chercher parce qu'ils sont rares. Philippe connaît sa Côte d'Or sur le bout des doigts. En virtuose, il maîtrise sa partition. Une mélodie qui sonne aux oreilles de tous les amateurs de vin. On a la Côte de Beaune, principalement où il y a les blancs, avec le chardonnay, Ligny-Morachet, Chassagne, Meursault. Et après la Côte de Nuit, qui est entre Nuit et Gevrey. Voilà, là c'est le fleuron des vins rouges, avec le pinot noir, avec Nuit Saint-Georges, Vosne Romanée, les célèbres vins du domaine La Romanée-Conti, le Clos Vougeot, Chambol-Musigny, ensuite Moret-Saint-Denis, et pour finir, Gevrey-Chambertin. Toutes ces belles appellations très connues, très renommées. Pour tous ces vins, Philippe effectue une vinification identique et non interventionniste. Il redonne ainsi à ses vins toute l'essence de ces terroirs si différents. L'appellation village, c'est une appellation plus générale, donc ce sont des sols avec plus d'argile ou plus de cailloux. On va avoir une vision globale de l'appellation. Le premier cru, c'est une parcelle identifiée sur un type de sol. On va avoir un caractère un peu plus précis. On va avoir un mélange plus harmonieux d'argile et de cailloux. Et le grand cru, là, c'est vraiment on zoome encore un peu plus sur un caractère particulier. On va être souvent à mi-coteau avec des conditions assez idéales pour exprimer cette précision et cette complexité. Pour Martial, un restaurateur se doit de mettre en avant tout ce travail, comme un hommage aux vignerons et aux vigneronnes. Il ne faut pas oublier que le vin, c'est également le vigneron qui le fait. On peut dire on apprécie beaucoup le Meursault ou le Gevrey, mais le plus important, c'est qui a élaboré ce vin. Nous, notre travail, c'est le relais entre le vigneron et le consommateur. Le moment où il va être servi sur table, ne pas poser un produit. On sert un vin. Le vignoble de la Côte d'Or, un patrimoine vivant que ses acteurs contemporains continuent de façonner avec respect et fierté. La Bourgogne, c'est pas non plus que les grands crus et il y a plein d'appellations villages
On n'est clairement pas obligé de boire des grands crus pour avoir une grande émotion autour du vin. Il faut absolument permettre aux gens de découvrir ces grands terroirs et ces lieux qui produisent parmi les plus grands vins du monde. Clairement, on est sur un patrimoine français, on est les ambassadeurs du patrimoine français, on est même des acteurs dedans, on fait partie du... On est dans la boîte. Symbole de l'univers du luxe, à la fois œuvre d'art et laboratoire de recherche, objet de convoitise et de passion, la mode dévoile ses collections hiver 2016-2017. Et Chanel au Grand Palais recrée ses ateliers dans un décor où travaillent des couturières. La maison Dior reçoit chez elle en plein triangle d'or. Julien Fournier évoque les théories quantiques, Iris Van Herpen, celle de la cinématique, et Jean-Paul Gaultier rend un hommage vibrant à la forêt. Maître mot de la saison, sensualité. La haute couture, symbole absolu de l'univers du luxe, à la fois œuvre d'art, laboratoire de recherche, objet de toutes les passions, de toutes les convoitises, de toutes les ambitions. Elle intéresse autant les chevaliers de la finance que les quelques milliers de clientes fortunées qui se rêvent en princesse. Aujourd'hui, la haute couture dévoile ses collections hiver 2016-2017 en toute transparence. Chanel, au Grand Palais, recrée ses ateliers. C'est un décor, mais les aiguilles sont de vraies aiguilles, les couturières sont les vraies couturières. Vous ressentez vraiment tout l'amour, le soin, l'attention portée, les heures passées, le travail de la main, les broderies. Quand on voit ces vêtements magnifiques, on a tendance à oublier tout le travail qu'il a fait exister. Cette collection, c'est vraiment un hommage à ces femmes. Ce sont elles, les petites mains, qui ont monté les épaules anguleuses, graphiques, soigné ces nouvelles proportions dessinées par Karl Lagerfeld. On est dans le grand luxe. Et c'est amusant que les gens voient comment le grand luxe se fabrique, que c'est fait comme il y a 100 ans. Pourquoi c'est si cher, il faut quand même voir aussi comment c'est fait. C'est vraiment artisanal. C'est pas des pièces débitées comme ça. Chez Dior, même souci de transparence, même envie de mettre en avant le travail des ateliers. La maison reçoit chez elle, dans son hôtel particulier de l'avenue Montaigne, en plein cœur du Triangle d'Or. L'image de Dior, elle est intemporelle. Elle a traversé le temps, elle se retrouver ici aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Nous, on n'avait jamais visité les étages chez Dior. Le duo Serge Ruffieux et Lucie Mayer reprend une fois de plus le fameux tailleur-bar créé par Christian Dior en 1947. Ils en ont gardé l'essence pour l'élever au rang d'œuvre d'art. C'en est un, que ce soit la peinture, le chant, les vêtements, c'est ce qu'on porte, c'est ce qui nous rend belle, c'est ce qui nous rend forte, c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous porte à chanter nos chansons d'une telle façon. Pour Julien Fournier, l'inspiration est venue des théories quantiques. Mais ces textes scientifiques gardent les pieds sur terre, son travail d'équipe, point de salut. Tes équipes, eh ben, tu leur racontes des histoires et tu vois que tout ça bouillonne et puis tu as les assistants qui te rapportent des idées et puis d'un coup tu les redessines, tu les reverrouilles et puis tu les rebalances à des fabricants et puis tu regardes ce qui arrive et puis des fois t'es pas content, puis des fois t'es hyper heureux. C'est des histoires d'émotion, la haute couture. La haute couture, c'est la vie, c'est la liberté. Alexandre Vauthier reprend les courbes des tenues portées par les stars des années 50. Imaginez une Rita Hayworth décomplexée, prête à se fondre dans des robes courtes d'inspiration militaire. C'est peut-être militant plus que militaire, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les femmes dans les vêtements d'Alexandre. Elles sont belles, ça se voit, elles ont le regard haut. C'est une collection qui est empreinte d'une culture très street finalement, qui est à la fois un mélange de ces imprimés camouflage que l'on peut voir dans la rue, qui sont mélangés avec des paires de talons aiguilles. J'adore cette association et cet équilibre en fait que ça crée dans la silhouette, d'utiliser des choses qui sont presque du quotidien et les sophistiquer aussi à mort. Changement d'ambiance chez le japonais Yuima Nakazato.
C'est une couture sans fil ni aiguille. Tous les modèles ont été conçus par des imprimantes 3D. Ces machines vont nous changer la vie. Alors les mannequins croisent leurs bras sous les vêtements et en portent de faux le long du corps. Dans la même veine, Iris Van Herpen explore aujourd'hui la cymatique, un phénomène scientifique qui permet de visualiser les ondes sonores sous forme de motifs géométriques. Certaines robes sont faites à partir de verre, recouverts de silicone liquide. On dirait de la peau mouillée. J'utilise différentes techniques. Et puis, il y a vêtements. La griffe néo-punk post-grunge, nouvellement labellisée haute couture, casse tous les codes. Des modèles prêts à porter été se mélangent à la couture de l'hiver, le vestiaire masculin au féminin. Il n'est plus ici question du formidable savoir-faire des ateliers, mais de 18 collaborations avec des marques streetwear des années 80-90. Et puis, il y a Andrea Pejic. Elle avait commencé sa carrière en tant que mannequin androgyne. Elle est aujourd'hui exclusivement employée comme mannequin féminin. Là, je suis invitée. Demain, je travaillerai. Non, je voulais simplement... Aujourd'hui, le thème de la collection, c'est les cheveux rouges. Je suis blonde, alors je vais m'asseoir et regarder. Vous êtes devenue une vraie star. Vous aimez ça? Merci. Oui, ça paye les factures. Après un voyage au Japon, Jean-Paul Gaultier, le citadin, a compris que la nature pouvait être élégante. Il s'est donc évertué à reproduire les mouvements, les textures, les lumières, les couleurs de la forêt. Cette robe-là qui est imprimée déjà je l'ai imprimée sur une mousseline changeante. Ça veut dire une mousseline qui a 2 couleurs déjà. Et en plus, je mets un fond qui est dans un rouge changeant aussi, rouge et vert, qui du coup donne une lumière qui peut pas se faire autrement, quoi. Je veux dire que cette lumière-là, c'est parce qu'il y a la superposition et des effets un peu de transparence qui donnent encore plus de lumière, comme la vie, quoi. C'est ça, c'est pas quelque chose de mort. La haute couture, qu'elle soit classique ou hyper technologique, épurée ou totalement décalée, elle n'a pour maître mot que sensualité. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.